Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Après le concours complet, retour dans le jumping de haut niveau avec un autre membre du staff fédéral, Henk Noren. Henk Noren est l'actuel entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Mais avant ça alors ? De notre côté, nous ne savions pas très bien quelle avait été la trajectoire d'Henk Noren, quels avaient été les chemins empruntés pour arriver à la place qui est aujourd'hui la sienne. Alors avant de commencer l'interview, voici quelques infos pratiques. Henk est né en 1954 aux Pays-Bas. Avant d'être l'entraîneur privé de plusieurs grands cavaliers, à l'instar notamment d'un certain Marcus Henning, et d'avoir entraîné plusieurs équipes nationales, Henk était un cavalier de talent. Quelques dates clés : 1976, les Jeux Olympiques de Montréal. 1977, champion d'Europe par équipe. 1978, champion du monde par équipe. Il fut aussi pas moins de 6 fois champion de Hollande et vainqueur des plus gros Grands Prix d'Europe. Bref, s'il faut l'expérience du haut niveau pour devenir entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France, ce n'était pas un souci pour Henk Noren. Mais alors comment prendre de telles fonctions ? Post-Jeux Olympiques de Rio, où l'équipe de France de CSO remportait la médaille d'or par équipe sous l'œil de Philippe Guerda. Quel rôle incombe à ce chef d'équipe aux multiples casquettes ? Comment créer de la confiance avec ses athlètes ? Et 1 an avant les Jeux Olympiques de Paris, comment aborde-t-on une année aussi importante où tous les yeux sont rivés sur notre équipe de France ? Cet épisode a été enregistré en juillet dernier, avant les championnats d'Europe de Milan ou la finale de la Coupe des Nations à Barcelone. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Henk Noren. Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui et puis de nous accueillir ici chez vous, tout près de Chantilly. Dans ce podcast, nous allons prendre le temps avec vous de revenir sur votre carrière, sur votre parcours et bien sûr sur les fonctions que vous occupez actuellement à la Fédération française d'équitation, qui sont celles donc de sélectionneur et d'entraîneur de l'équipe de France, de saut d'obstacles depuis quelques années. Je ne vais pas vous mentir, Henk, en rédigeant cette interview, je me suis rendu compte que vous étiez assez discret, puisqu'il y avait pas mal de choses que j'ignorais à votre propos, sur vous et sur votre parcours et sur vos fonctions. Vous êtes donc néerlandais, né en 1954, aux Pays-Bas donc, et avant d'être entraîneur, vous avez eu une carrière de cavalier, puisque vous avez participé aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Vous avez été champion d'Europe par équipe en 1977, vice-champion du monde par équipe en 1978, 6 fois champion de Hollande, vainqueur des Grands Prix de New York, de Washington et de tous les Grands Prix d'Europe, à l'exception d'Aix-la-Chapelle. Et puis, depuis 2009, vous intervenez régulièrement auprès de l'équipe de France de CSO. Vous avez aussi accompagné l'équipe de France de concours complet pour la partie du saut d'obstacles. Et vous avez aussi été entraîneur de l'équipe de Suède. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que vous avez été entraîneur de plusieurs grands cavaliers, puisqu'on a lu que vous aviez travaillé avec pas moins que Marcus Henning. On n'a pas vraiment trouvé d'informations par contre sur votre enfance et sur comment est-ce que vous en êtes venu à monter à cheval. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette étape qui semble évidemment déterminante de votre vie ? Oui, bonjour alors. Mon enfance, mon papa, il est pas né comme cavalier, il est né comme fermier, mais juste, ça veut dire que dans les années après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui a montré un grand intérêt lentement pour les chevaux et que c'est lui en fait qui a appris à lui-même de monter comme cavalier. Il est venu
champion de la Hollande dressage, pas de saut obstacle. Il n'a presque pas sauté lui-même. Et pendant les années 60, à la fin du 60, 70, il a vraiment se développé comme entraîneur. C'était quelqu'un qui, d'abord, c'était un homme déjà très, très, très spécial, très intéressé, très doux. Il a eu le même plaisir de donner des leçons à une madame qui commence pour le cavalier d'autre niveau. Il a donné toujours juste assez d'informations pour continuer un peu, mais jamais trop que tu vas revenir encore pour discuter et demander le prochain. Ça, c'était déjà remarquable. Aussi, à ce temps-là, c'était encore une énorme différence entre le niveau de sport de saut obstacle en Hollande et international. C'était vraiment une énorme gap. Quand nous sommes été, et quand je dis nous, ça veut dire on a eu peut-être dans son petit manège, c'était vraiment une manège minuscule. On a eu quand même 3-4 cavaliers qui sont tous à la fin sautés de Jeux olympiques, de mondial, etc. Et a dit à nous vraiment le même message. Quand nous sommes été 16-17 ans, j'ai dit maintenant, ça c'est la fin de mon connaissance de saut obstacle. Alors je vous vraiment pousse de sortir de la Hollande et chercher le poursuit ailleurs. Alors ça c'était pour moi plus ou moins la même chose. Non, j'étais une jeunesse autour de chevaux en fait. C'est le seul dommage que c'était le manège où il a travaillé, c'était pas très proche de la même maison. L'école, c'était encore plus loin de la maison dans l'autre sens. Alors, mais vraiment le plus que possible, j'étais obsédé par le sport en fait depuis je pouvais marcher. Et lentement, j'ai venu champion d'Hollande de junior, j'ai venu champion d'Hollande de jeune cave et déjà à 18 ans aussi champion des élites. J'ai eu une carrière qui a été assez courte pour des raisons différentes. D'abord parce que j'ai eu assez de succès depuis que j'étais très jeune. À la fin de mon 20e, 28, 29, 30, j'ai commencé de construire une propriété pour moi-même. Et c'était toujours nécessaire. Le moment que le cheval a grandi et avoir de nouveaux succès, c'était nécessaire de vendre le cheval pour financer mon entreprise et mon nouveau propriété. Alors ça, c'était une raison pour arrêter assez tôt. La deuxième aussi, comme vous avez déjà indiqué, on a eu assez de succès en Hollande, comme équipe, comme pays, dans les années 70. Aussi encore quelques fois au début de l'année 80. Et après, c'était vraiment une période où c'était vraiment beaucoup plus difficile. Par exemple, dans le jeu à Los Angeles, c'était impossible pour faire une équipe. Il n'y a pas assez de couples sur le niveau. Et encore 2 années plus tard, c'était Aix-la-Chapelle, le mondial. L'équipe était, à mon avis, 13e. Et le premier individuel 34 ou quelque chose comme ça. Et là, on a dit dans la fédération, on a dit, maintenant, on doit vraiment recommencer, on doit refaire notre travail parce que ça, nous sommes loin. Et alors, les 2 raisons, moi qui étais un peu fatigué de continuer tout le temps, d'aller 4 jours, 5 jours dans la semaine au concours et vendre tout le temps mes chevaux, et la nécessité de changer quelque chose en Hollande pour le sport de haut niveau. Et ça, c'est le moment que j'ai dit, OK, maintenant j'arrête et je vais m'occuper spécialement de l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce rôle ? Vous êtes actuellement entraîneur et sélectionneur. Ces 2 rôles bien distincts qui étaient parfois occupés par 2 personnes différentes. Aujourd'hui, vous cumulez ces fonctions. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En quoi ça consiste ? Vous étiez au téléphone à l'instant avec Simon Delestre. Vous êtes en fait au contact permanent des cavaliers. Qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre calendrier ? Alors, le rôle de mélanger le rôle
l'entraîneur et chef d'équipe sélectionneur. Dans le passé, je voudrais vraiment presque pas. Ça, c'était parce que le côté administratif, le côté d'être au concours déjà un jour avant ça commence, ça, c'était pas moi. J'étais trop occupé, en fait, avec l'entraînement et aussi encore dans ce temps-là, acheter et vendre des chevaux. Alors aussi, moi, j'étais pas favori pour ça. Aujourd'hui, là que je suis beaucoup plus âgé, aussi peut-être beaucoup plus calme que dans le passé. Maintenant, je peux vraiment faire, je crois bien le rôle de deux personnes différentes. Et pas seulement ça, ça me donne aussi, ça me fait plaisir maintenant d'arriver déjà demain à midi à Falsterbo et prendre toute l'après-midi, regarder les chevaux pendant le vet-check, parler avec les cavaliers, parce que ça, c'est encore une journée, une demi-journée tranquille, sans pression, sans stress. Et ça aussi, je trouve très, très bien pour la relation entre les cavaliers et nous. Oui, et la journée, c'est quoi notre semaine? Par exemple, j'ai là pour préparer Falsterbo et déjà aussi un peu plus loin Ekstedt. Lundi matin, j'étais le dimanche après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi à Valkenswaard pendant le week-end. Lundi matin, j'étais déjà à 8h30 chez Grégory Cotard. On a travaillé avec 2-3 cavaliers différents. Après, j'ai travaillé encore une autre cavalier déjà pour Ekstedt. Ce matin, c'était Aurélien Leroy qui était là à Chamont, juste à côté, pour travailler Chantilly et déjà Chantilly et vraiment réfléchir Ekstedt. La journée, le premier deux journées d'une semaine sont sur l'entraînement. Spécialement là où on pense que ça, pour cette couple, c'est un détail nécessaire. Pour le prochain couple, c'est différent. Et demain matin, on part à Falsterbo pour la semaine. Pas toutes les semaines sont comme ça, mais quand même la majorité. Oui, tout le temps. Je vais me permettre de revenir un tout petit peu en arrière et reprendre juste un peu le fil de votre parcours, parce que vous avez donc arrêté de monter à cheval assez jeune pour vous consacrer à l'entraînement. Et puis, je voudrais savoir un peu comment est-ce que vous en êtes venu à entraîner des équipes fédérales. Vous avez d'abord, si je ne me trompe pas, été entraîneur privé pour des cavaliers. Donc, quel a été le cheminement? Voilà, en Hollande, c'est ce que j'ai pris là tout de suite. Ça, c'était l'année avant Corée, avant Séoul. J'ai pris moi-même l'équipe élite, l'équipe senior, et je commençais de diriger nos meilleurs cavaliers, ça veut dire Jos Lansing, ça c'était Piet Rijmaker, ça c'était Woutje van der Sande. C'est eux qui ont pris l'entraînement des jeunes, spécialement dans l'hiver, dans tout l'hiver, ils ont pris l'entraînement des jeunes. Ça, j'ai fait avec la Hollande pour 3 années, jusqu'à nous sommes été de nouveau sur le niveau, ça veut dire 2 médailles championnat d'Europe à Rotterdam. Et là, c'était 3 années avant le jeu à Barcelone. Et c'est vraiment, j'ai été sollicité aussi financièrement assez fort par les Espagnols. Alors j'ai fait l'équipe de l'Espagne jusqu'à après Barcelone, le jeu à Barcelone. Et depuis ça continuait un peu. J'étais 4 années avec les Italiens. Après les Italiens, ça c'était vraiment nécessaire de prendre un grand repos parce que ça c'était mentalement assez dur. Et après ça, j'ai commencé vraiment avec les Suédois. Mais là, vous avez raison, parce que le Suédois, je demandais de faire plus ou moins monotone et plus ou moins responsable pour la décision à la Fédération suédoise. Et de premier quelques années, il dit non, c'est nous, le bureau qui décide, et toi, tu peux travailler, mais ça, c'est pas moi exactement. Alors, j'ai travaillé jusqu'au Sydney. À la fin, dans l'équipe à Sydney, il y a 3 Suédois du 4 que j'ai fait l'entraînement privé, mais par l'équipe, pas officiellement pour la fédération. Et c'est vraiment l'année après qu'ils ont dit « Ok, maintenant, Henk, tu fais ce que tu veux, tu es responsable, tu prends la décision. » Et là, avec eux, j'étais peut-être 5 ou 6 ans, j'ai resté avec eux. Oui.
Vous avez encadré les équipes espagnoles, italiennes, des Pays-Bas, de France et de Suède. C'est 5 nations très différentes, avec aussi des niveaux de cavaliers, des gammes de cavaliers très différentes. Est-ce que vous avez observé vraiment des divergences dans le système d'éducation, dans la façon d'aborder la compétition, dans la façon d'aborder l'éducation du cheval, ou est-ce que finalement il y a une seule équitation ? Je crois qu'aujourd'hui, 2023, on peut dire que mondial, il y a une homogénéité. Non? Il y a vraiment un peu que le monde entier monte plus ou moins le même. Ce n'était pas encore le cas au début du tout. Et aussi dans la mentalité. Non? J'ai travaillé avec les Hollandais. Quand tu dis à les Hollandais, on va commencer à 8h, ils sont là à 7h, 8h moins quart, on fait l'entraînement. Le premier année avec les Espagnols, c'était la guerre totale. J'ai demandé d'être là à 11h pour faire l'entraînement et peut-être le premier qu'il arrive à midi. Et alors, c'était vraiment la guerre totale. Là, j'étais encore jeune, moins patience. C'était dur la première année. On s'adaptait, peut-être moi aussi, un peu dans leur direction, eux, beaucoup dans ma direction. Alors, la dernière année pendant Barcelone, c'était vraiment, vraiment chouette et bien. Oui. Dernière année et demie déjà. Bien sûr, il reste encore une différence quand tu vas en Hollande aujourd'hui, quand tu vois les enfants, les juniors, les jeunes caves, ils montent tous déjà depuis le début vraiment bien parce qu'il y a beaucoup d'éducation. Beaucoup, eux, ils cherchent eux-mêmes d'être entraînés. Quand tu regardes encore les jeunes en France, il y a beaucoup qui montent naturellement, mais beaucoup moins encadrés, beaucoup moins de... Et ça c'est une différence. Encore aujourd'hui aussi, oui. Est-ce qu'on peut discuter qu'est-ce que c'est mieux? À la fin aussi, les meilleures Françaises, les meilleures jeunes Françaises, ils arrivent sur le niveau, mais ils arrivent sur le niveau 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 années plus tard qu'en Hollande, Belgique, Allemagne, aussi Irlande et tout ça. Oui, ça c'est encore une différence aujourd'hui. On va reprendre un peu sur votre poste d'entraîneur et de sélectionneur. C'est ce qu'on disait à l'instant, vous avez eu Simon, hein, on va rien divulguer de votre conversation évidemment, mais par exemple vous lui avez dit regarde ton parcours là, fais plus comme ci, fais plus comme ça, et je voulais savoir quelle est votre marge de manœuvre quand vous faites travailler un cavalier, sur quoi est-ce que vous pouvez venir influencer son travail et sur quel point est-ce qu'il vous faut pas du tout intervenir vous en tant qu'entraîneur national? On doit d'abord déjà penser qu'on travaille là avec un groupe de cavaliers qui sont dans le meilleur 100 mondial. Non? Entre notre meilleur petit groupe, ils sont dans le meilleur 20 mondial déjà pour des années. Alors on parle sur les athlètes qui sont excellents déjà dans leur métier. Quel rôle je joue encore avec eux aujourd'hui? C'est plutôt un rôle de miroir. Un rôle de discuter, de communiquer ensemble, spécialement pour les choses qu'on pense qu'on peut améliorer encore. Améliorer comme couple, améliorer comme cheval, améliorer. Et ça, on fait toute la journée, continuellement, on fait ça. Bien sûr, ça c'est avec quelques cavaliers, mais ça reste toujours, non, parce que c'est un sport aussi, on travaille pas seulement avec les chevaux, mais on travaille couple, on travaille humain. Il y a des cavaliers où c'est beaucoup plus facile de communiquer avec, et des autres qui sont plus fermés, qui sont plus... Alors oui, ça reste, mais avec notre meilleur groupe, on fait continuellement des vidéos, discuter, est-ce que tu peux essayer ça? Tant de temps, c'est eux qui ont raison, tant de temps, c'est moi. Mais ça, c'est pas le cas. Qui a raison? Le but, c'est d'améliorer, améliorer jusqu'à nous sommes là et que dit, ah oui, là, ça, c'est bien. Je m'interroge sur l'équilibre entre le travail et le talent. Vous en parliez, hein, les jeunes Français qui montent beaucoup plus au feeling, et certaines nations comme les Allemands, comme les Pays-Bas, comme les Américains, qui montent à l'éducation à la base. Et vous avez donc entraîné
Marcus Henning. Marcus qui vient encore de réaliser une incroyable performance en remportant pour la 3e fois le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. On parle souvent de Marcus comme du maestro et il est d'ailleurs reconnu par la plupart des cavaliers internationaux comme l'un des, si ce n'est le meilleur cavalier de sa génération. Comment est-ce que vous expliquez le succès d'un cavalier comme Marcus Henning? Est-ce que c'est du talent? Est-ce que c'est du travail? Ou est-ce que c'est vraiment le combiné de tout ça? Oui, je crois que Marcus, ça c'est une mix de deux, non? Qui a eu un énorme talent comme enfant, en fait, aussi avec assez de fautes, mais ça c'était de faute techniquement, mais vraiment un énorme talent et un gros travailleur. Bien sûr, il y a des autres qui sont peut-être numéro 1 et 2 mondial maintenant. Ça c'est Hendrik. Ça c'est Hendrik qui a un talent, parce que j'ai travaillé encore avec lui quand il était jeune cavalier en Suède. Il était un talent seulement de 7 sur 10. Pas plus, tellement obsédé par le travail, obsédé par le détail, qu'il est premier mondial, il a presque gagné maintenant tous, et il va rester encore là longtemps parce qu'il est obsédé par améliorer le petit détail. Non? Julien Epaillard, né avec un énorme talent, peut-être un peu moins travailleur que les autres, ou un travailleur différent, on peut dire, que les autres. Et ça sont vraiment 2 cas aujourd'hui, le numéro 1 et le numéro 2 mondial qui sont différentes. Non? Et aussi, ils sont différentes, et aussi les deux, ils sont maintenant dans un style qui est un peu dehors d'une norme aujourd'hui. On a juste parlé l'équitation. Saut-obstacle mondial qui est un peu homogène, et eux, ils sortent, en fait, les deux, ils sortent un peu d'une norme aujourd'hui. Et ça, c'est super intéressant à suivre, vraiment aussi pour moi encore, parce que ça, est-ce que ça, c'est le développement, où on va dans le futur, oui ou non? Peut-être. C'est surtout intéressant de suivre ça de très proche, de voir qu'est-ce qu'eux, ils font différent qu'aujourd'hui, et peut-être mieux. Pas sûrement, peut-être mieux, sûrement mieux à ce moment que les autres. Vous avez parlé juste avant de Julien Epaillard, vous avez parlé d'Henrik van Eckermann, vous avez parlé des cavaliers avec qui vous aviez des relations qui sont simples, d'autres qui sont parfois un peu plus compliquées. Et Michel Asseret nous a dit, donc votre collègue qu'on a interviewé hier à la Fédération française d'équitation, que l'une des choses les plus passionnantes et les plus compliquées dans ce poste, c'était de savoir gérer les émotions et le fonctionnement des cavaliers avec qui vous travaillez quotidiennement. Récemment, on m'a confié qu'à Tokyo, les 4 cavaliers présents avaient tous un fonctionnement assez différent. Vous me dites si je me trompe, mais que Simon est plutôt quelqu'un d'assez indépendant, que Mathieu était assez stressé, avait besoin d'être en contact avec sa famille. Comment est-ce que vous gérez ces relations avec les cavaliers? Comment est-ce que vous faites en sorte que sur un grand championnat, sur un événement important, vous arrivez à les fédérer autour d'un objectif commun? Oui, c'est exactement ce que vous dites. Non, lentement, on connaît les cavaliers. Lentement, on connaît comment on doit parler et discuter et rencontrer les cavaliers aussi pendant les gros événements importants avec beaucoup de stress. C'est sûr que j'ai toujours l'idée que je peux encore améliorer sur ça. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille maintenant, depuis 2022, on travaille avec des autres personnes qui nous aident, d'autres personnes aussi qui sont connectées avec le comité olympique. Spécialement 2 personnes, c'est un Alexis Moreau qui nous aide beaucoup et un Richard, ça c'est un nouveau coach mental, que les cavaliers, jusqu'à là, ils sont vraiment bien avec. Moi aussi, parce qu'il est tellement clair, tellement facile à comprendre. Et c'est sûr qu'au point de vue de rapprochement humain, pendant les événements, je crois que je peux améliorer encore, sûrement, oui.
Vous avez vécu de l'intérieur les Jeux Olympiques de Londres en 2012, Rio bien sûr, mais Rio c'est un petit peu à part puisqu'on sait le succès que l'équipe de France a eu, et puis les Jeux Olympiques de Tokyo avec les contre-performances de certains cavaliers et de l'équipe à Londres notamment, avec les imprévus comme à Tokyo. Comment est-ce qu'on traverse quand on est en fait leader de l'équipe, quand on est celui qui dirige, qui mène l'équipe de France? Comment est-ce qu'on traverse ces périodes plus difficiles, ces échecs, et qu'on se remobilise vers un nouveau championnat? Est-ce que vous avez dit qu'est-ce que vous dites à ces cavaliers en fait pendant ces échéances? Pas seulement aux cavaliers, d'abord déjà aussi à moi-même ou à nous-mêmes comme staff. Non? On peut presque dire que Londres c'était un vrai échec. En fait, cet échec, ça m'a duré peut-être pour moi 1 an avant que j'ai vraiment désiré ça. Toujours tourner au le même, qu'est-ce que c'était encore, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on a raté, pourquoi on a raté, est-ce que ça c'est déjà parce que Simon Delestre, son reine qui casse il était presque sans faute comme premier cavalier d'équipe. Il y a beaucoup, peut-être on cherche aussi temps de temps un peu une excuse, non, pourquoi c'était pas une réussite spécialement, parce que on a eu des années deuxième au mondial, deuxième au championnat d'Europe les années avant. Non, ça, c'était un échec qui, aussi pour moi, personnellement, comme coach, comme entraîneur, était vraiment dur. Je ne pense pas en total que Tokyo est un échec. C'était, avec la nouvelle formule, c'était une contre-performance pour un couple. Et ça, c'est ça. Et les autres, ils ont fait un championnat déjà individuel, Nicolas, et les autres 2, ils ont fait une truc de l'équipe, mais vraiment, vraiment top, en fait. Alors, c'était seulement une... Et ça, j'ai oublié presque tout de suite. Bien sûr, pas la soirée du truc, pas encore en rentrant, mais après, oui. Ça, c'était quelque chose qui peut arriver, et c'était arrivé malheureusement. Bien sûr, après ça aussi, tu parles avec eux comme groupe, comme pourquoi et le comment. Mais ça, on fait en fait après presque Jacques Coupe un peu, ou après Jacques Championnat. Non? Évaluer la situation et qu'est-ce qu'on peut, et comment nous sommes arrivés. C'est toujours plus facile d'évaluer quand on gagne que quand on perd. Mais oui, c'est ça. Vous avez aussi un rôle, j'imagine, sorti de Tokyo quand Pénélope est extrêmement déçue, et on la comprend, et qu'elle fait face aussi à des critiques, à des attaques sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un rôle aussi, vous, dans la protéger de ces attaques-là, la remobiliser, lui retémoigner votre confiance et lui dire que ça arrive, en fait? Oui, d'abord, heureusement, j'ai aucune réseau social. Aucune, parce que je trouve ça tellement pas positif. Il y a très peu de commentaires sur le social là que je peux amener parce que je suis quelqu'un quand même qui est très 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 positif toujours pour le futur, non? Et bien sûr, on aide, on essaye d'aider aussi Pénélope avec les propriétaires, avec eux, elle. On doit toujours pas oublier que d'abord c'est un sport d'un couple, non? C'est un sport d'un couple. Et oui, dans ce couple-là, on peut arriver et on doit toujours penser qu'une athlète, n'importe quel athlète, il veut toujours faire le mieux possible. Alors, on peut discuter le comment et le pourquoi, mais on ne peut pas discuter une motivation parce qu'il n'y a pas une athlète dans un championnat qui dit « Ah, aujourd'hui, je vais faire
pas bien du tout. Non? Alors, ça, c'est toujours... et on essaye d'aider aussi dans la situation où c'est difficile. Et pour un moment, c'était aussi un moment... elle a eu des périodes un peu difficiles entre le propriétaire et... pas bêtement difficile, mais bien sûr, parce que Vancouver, il a continué avec elle, il a continué de faire de contre-performances aussi dans le 6 mois après avec elle, sans doute. Justement, vous avez parlé d'un sujet qui est intéressant, qui est cette équipe à 3, ce nouveau format qu'on a expérimenté à Tokyo et qui a été validé et confirmé l'année suivante. À Paris, dans un an, on aura donc cette règle définitive de l'équipe à 3. Quels enseignements est-ce que vous en avez tirés? Et puis, comment est-ce que vous vous préparez à reprendre en compte ce nouveau format? Oui, le nouveau format, nous, et quand on dit nous, ça veut dire la majorité des cavaliers importants internationaux, on voudrait bien rester avec la formule de 4. On vit ça presque semaine après semaine avec la Coupe des Nations, comme ça reste tellement intéressant et tellement temps avec des tensions jusqu'à le dernier cavalier qui sort de la piste, que ça, on trouve ça dommage qu'on n'a pas encore cette formule. Pour le moment, c'est aussi la réalité. Alors, c'est tellement important de partir, le 4 qui vont être sélectionnés pour une équipe à la fin pour participer à Paris. Vraiment que tu as 4 couples qui sont tellement solides parce que oui, on a les 3 qui rentrent dans la piste et on a besoin de 3 qui sont aussi mentalement super forts et super solides. Quand on regarde déjà aussi cette année encore, tous les coupes de nations différentes, chaque fois quand il y a l'équipe qui part avec leurs meilleurs 4 cavaliers, ils sont une très 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 belle performance. Non? Ça veut dire les Suédois, ça veut dire les Allemands une fois, ou peut-être les Hollandais, ou les Anglais, les Suisses. Ça sont des... Pour le moment, on a malheureusement, à cause du terrain que le FI a nous donné, ça veut dire tout le terrain sur herbe, nous ne sommes pas encore là qu'on peut partir avec nos meilleurs 4 couples, meilleurs 5 couples, parce qu'on a des chevaux qui sont déférés. Nos meilleurs, il y a au moins 3 de nos meilleurs chevaux qui sont déférés et on ne peut pas utiliser. Alors ça, c'est quand on parle encore des jeux, oui. Quand on veut vraiment se battre avec les Suédois et les 3 meilleurs Anglais et les 3 meilleurs Suisses, on a besoin de 3 cavaliers ou 4 cavaliers qui sont tellement, tellement mentalement solides. L'un des sujets qui revient le plus quand on parle de ce format A3, c'est de pouvoir préserver l'intégrité du cheval, de ne pas obliger les cavaliers à aller au-delà des possibilités de leur cheval, comme on a pu le voir un petit peu à Tokyo avec certains couples. On a assisté à Genève à la conférence de l'IJRC, l'International Jumping Riders Club, où les cavaliers essayaient justement de défendre ça auprès d'un représentant FEI. Et il y avait notamment des cavaliers comme Laura Kraut et Nick Skelton qui disaient que oui, il faut évidemment un 4e cavalier et il ne faut pas, comme le propose la FEI, que le jury soit capable d'arrêter un cheval. Comment est-ce qu'on fait actuellement avec les règles qui sont amenées, la règle du A3 sur laquelle vous ne pouvez plus revenir en arrière, pour justement faire en sorte que les chevaux soient préservés et qu'on performe quand même? Oui, ça c'est une responsabilité de tous, non? Ça c'est une responsabilité d'abord de chaque fédération, de chaque cavalier, de chaque équipe, de chaque chef d'équipe, de parler vraiment avec le cavalier. Et c'est sûr, quand on a fait toute la route pour arriver déjà aux Jeux Olympiques, route de qualification, on prend toute une saison pour aller maximal direction aux Jeux. Quand il y a un cheval qui a le numéro 2 ou le numéro 3 déjà pas vraiment en forme parce qu'il ne se sent pas à l'aise sur le terrain, il ne se sent pas à l'aise où il est, et de dire tout de suite merci, je sors, ça c'est dur pour tout le monde, non? Ça c'est dur aussi pour un cavalier parce que aussi lui, il sent une responsabilité vis-à-vis de son équipe.
Et ça c'est une des raisons pourquoi on a continué de presser. On a besoin d'une quatrième. Et ça, la FI, il parle beaucoup de bien-être du cheval, mais ils ne font pas assez encore sur le bien-être du cheval, parce que ça, c'était une vraie raison pour dire, OK, on garde les 4. C'est ce qu'on a vu à Tokyo avec peut-être 2-3 couples qui, déjà numéro 2, déjà numéro 3, qui disent, oi, ça, on n'a pas besoin de ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment le cheval, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est aussi pour les images, mais ça, c'est peut-être encore un peu moins important. Mais oui, ça, c'était une des raisons les plus importantes pourquoi on a continué de parler de ça. Les filles, ils restent sur leur point olympique, que c'est mieux pour le sport du futur que garder ça. On n'a pas la même idée du tout avec cette idée du bureau de la fédération FI. Le troisième sujet qui a été évoqué à cette conférence de l'IJRC, c'est la perte d'intérêt majeure pour les cavaliers, pour le circuit des Coupes des Nations. Vous, en tant qu'entraîneur fédéral et porteur du drapeau français, quelle est votre réaction face à ça? Comment est-ce que vous voyez les cavaliers prendre en compte ce circuit qui était si important? Je crois, parce que maintenant, la FI, ils sont en train de proposer un nouveau circuit qui va sûrement commencer déjà l'année prochaine. Cet nouveau circuit, on a l'idée que le circuit peut être vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on a mondial, 5 événements, ce qu'on a compris, 3 en Europe et 2 ailleurs, avec une finale. Le formule, on a eu encore une autre bataille pour la formule, mais la formule avec les 2 manches qui comptent financièrement, et aussi financièrement, ça peut être une vraie bonne ligue, intéressant pour tout le monde. Après, on reste avec tous les autres Coupes de Nations, 5 étoiles. On parle par exemple, on parle Rome, on parle La Baule, on parle Aix-la-Chapelle, on parle peut-être encore une autre. Et ça sont encore des événements magiques, en fait. Non? Peut-être pour le moment le meilleur site et la meilleure Coupe de Nations mondiale. Encore à part de ça, on va trouver, parce que de ce circuit qu'on a aujourd'hui, il y a seulement 2-3 qui vont rentrer dans la nouvelle ligue. Ça veut dire qu'on va avoir des autres Coupes de Nations, encore what they call stand-alone Coupe de Nations. Non? Et là, on doit vraiment, mais ça c'est déjà le EEF, ils sont vraiment en train de travailler à ça, qu'à la fin, qu'on va peut-être arriver un peu comme dans le foot, où il y a les Champions League, l'Euro League, il y a la Conference League. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place aussi dans toutes les Coupes de Nations différentes mondiales. Vous parliez de l'aspect financier aussi, de pouvoir récompenser les cavaliers sur les 2 manches des Coupes des Nations. L'aspect financier, c'est justement une des problématiques, ou en tout cas un des facteurs qui fait qu'un cavalier va choisir d'aller à tel concours, de faire cette ligue-là, justement, de courir cette ligue-là. Comment est-ce que vous accompagnez les cavaliers dans ces décisions-là? Est-ce que la veste de l'équipe de France est plus importante que tout le reste? Est-ce que vous êtes de bons conseils, justement? Est-ce que vous avez des circuits que vous privilégiez? Pour le moment, c'est sûr que le Stand-Alone Nations Cup, comme on a dit, Rome, etc., ils sont aussi financièrement très, très intéressants pour un cavalier. Le nouveau League, qui va être sur le même niveau financièrement, de motiver le cavalier pour participer, là, ça sera assez facile. Plus facile. Quand on pense aujourd'hui la différence entre une Coupe de Nations 5 étoiles Rotterdam, par exemple, et une Global Champions Tour, le Global Champions Tour est plus intéressant. Ça, c'est le moment que ça devient plus difficile de recruter le cavalier pour participer dans une coupe. J'espère que l'année prochaine, quand on a le nouveau 5,
avec le stand-alone, ça veut dire qu'il y a déjà 9-10 Coupes de Nations, financièrement aussi le même niveau. Ça, c'est assez facile de vraiment enthousiasmer nos cavaliers. Vous avez des cavaliers qui privilégient la veste au-delà de l'aspect financier, qui ne se posent pas la question. Et vous avez aussi des cavaliers pour qui c'est plus difficile. Et dans ces cas-là, vous arrivez armé de vos arguments. Oui, ok. C'est quelqu'un qui a le meilleur exemple. Ça, c'est Kevin, non? Ouais. Kevin, il veut participer partout pour l'équipe de France. Alors ça, c'est le bon exemple. Et bien sûr, les autres, parce qu'ils ont un intérêt. Par exemple, un Simon, il participe dans une équipe de Global, alors il a des obligations de participer à certains concours. Mais comme j'ai juste expliqué, je crois l'année prochaine, ça sera assez facile pour le meilleur 9-10 Coupes de Nations de recruter presque tout le monde. Pour évoquer l'avenir maintenant, Paris est donc dans tout juste 1 an et c'est bien sûr un enjeu majeur pour l'équipe de France. À ce jour, la FFE a sorti une liste, si je ne me trompe pas, de 13 chevaux pour 9 cavaliers en lice pour les Jeux de Paris. Comment est-ce que ça fonctionne maintenant que vous avez sorti ces 13 chevaux, ces 9 cavaliers? Comment est-ce que vous œuvrez pour préparer ces chevaux-là en vue de Paris? Quel est le programme de ces couples présélectionnés, même si j'imagine qu'il n'est pas tout à fait défini à l'heure actuelle pour tout le monde, mais voilà, comment est-ce que ça fonctionne maintenant? Maintenant, ça fonctionne comme ça, que par couple, on cherche presque le meilleur route pour la saison 2023. À la fin de 2023, on doit reconstruire encore notre groupe. Peut-être, j'espère, de trouver encore 1 ou 2 nouveaux chevaux qu'on peut ajouter, mais c'est sûr qu'on va arriver peut-être avec un groupe de 10 cavaliers à la fin de l'année. Et ça, c'est vraiment le moment pour prendre le calendrier en l'envers et dire, OK, le jeu, et on va retourner pendant la saison. Qu'est-ce que chaque couple va faire comme programme? Bien sûr, il attend une petite blessure ici, alors, mais ça, c'est pendant la saison qu'on peut s'adapter. C'est sûr que par couple, à la fin de 2023, on a déjà la route claire pour arriver au jeu. En 1976, vous participiez au JO de Montréal aux côtés de cavaliers comme Hubert Parot, Marcel Rosier, François Maty, Paul Schockmeul, des très grands noms du sport. Depuis, le sport a énormément évolué. Il change d'année en année, de décennie en décennie. Comment est-ce qu'on fait quand on est un cavalier comme vous qui a traversé ces vagues d'éducation, ces vagues d'équitation aussi, pour rester dans le coup, pour évoluer en même temps que le sport, pour même peut-être être précurseur et arriver à, malgré tout, à être en avance sur les nouvelles équitations ou sur le sport? Je crois que quand on est dedans comme cavalier et on est mentalement ouvert, je crois que ça va automatiquement qu'on se développe avec le sport. Non? On observe les autres, on voit la différence dans quelle direction on s'en va, un peu à gauche, un peu plus à droite, peut-être encore un peu plus à droite. Retourner tant de temps au milieu. Le plus important, c'est de rester mentalement, intellectuellement très ouvert et très intéressé. Est-ce qu'il y a des évolutions qui, pour vous, ont été les plus importantes? Est-ce que ce soit dans le sport, dans la gestion des chevaux, la gestion de l'humain, qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus significatif comme évolution dans le sport? Évolution, le moment là encore, quand j'étais jusqu'à quelle période? Peut-être jusqu'à la période qui a commencé avec Los Angeles. Là, on a eu encore 2 styles, on peut dire, 2 équitations un peu différentes. Non? On a eu les Allemands qui ont été vraiment dominantes depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui était vraiment un style assez sévère, assez dur, Et après, on a eu l'autre côté de l'océan, les Américains, qui ont été beaucoup plus ouverts et libres. Depuis Los Angeles, depuis Séoul, peut-être encore plus, là où les chefs de piste sont aussi commencé de changer la façon de construire leur parcours, on s'est rapproché.
aussi parce qu'on a eu beaucoup plus d'échanges avec les avions, beaucoup plus on va là-bas, eux ils viennent ici. Alors, et maintenant, comme on a dit, on a arrivé presque dans un style homogène mondial et pas vraiment la grande différence. Et comme j'ai déjà juste mentionné, donc aussi les chefs des pistes, ils ont joué un grand rôle dans ça, avec tout d'un coup de changement de faire le truc, le parcours beaucoup plus technique, les obstacles de plus en plus légers. Alors c'était pour tout le monde, n'importe quel côté de l'océan, c'était vraiment de s'adapter à ça. Et ça, c'était les deux, ils ont fait un travail ensemble. Et ça dure encore aujourd'hui, encore et encore. On va bientôt vous libérer, Henk, mais on a quelques petites questions à vous poser là pour finir cette interview. Des questions assez simples, en tout cas je crois. Si vous deviez retenir un moment avec l'équipe de France, peut-être celui qui a été le plus heureux et que vous n'oublierez jamais. Un moment avec l'équipe de France. Je crois un des meilleurs moments, c'était déjà le 2e au mondial à Lexington. Ça, c'était un très, très, très bon moment. Très bon moment, très bon jour après ça. Quoi encore, comme l'année dernière, comme l'année dernière, on a tellement eu des coupes, de bons coupes de nations l'année dernière. Je crois aussi l'année dernière qu'on a eu quelques coupes qu'on a dit, waouh, c'était bien, c'était bien X-Tet, c'était bien avec Julien à Bruxelles. Là. Non, on a vu l'année dernière, c'était une très belle saison aussi ensemble. Est-ce qu'il y a un cheval sur le circuit actuel que vous aimeriez monter ? Monter ? Vous auriez aimé monter à l'époque. Ah oui, bien sûr, tout le monde. C'est d'abord déjà un qui était juste passé maintenant, que c'était All In. Non, que c'était tellement agréable, bien sûr, tout le monde, on doit dire King Edward avec son performance extraordinaire. Ça peut être à la fin, quand avec un peu de chance, un cheval qui va gagner tout le championnat, et le jeu, et le mondial, et encore Coupe du Monde, et encore peut-être un championnat d'Europe cette année. Oui, ça sont des phénomènes, absolument. Et si vous aviez une anecdote à nous livrer de Tokyo ? Quelque chose que vous avez le droit de divulguer. Non, une anecdote, c'était que nous, Jacques Matin, nous sommes été le premier sur le terrain avec Simon Delestre à 5h45. Et ça, c'est jour après jour. Oui, autrement, il n'y a pas trop de grandes anecdotes, mais ça, c'était déjà remarquable. On m'a dit ça, que Simon, il voulait toujours monter très, très tôt. Merci beaucoup, Henk, pour votre temps. Avec plaisir. Et on vous souhaite une belle saison 2023 et surtout 2024. Merci.